Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, Loïc Castel. Le but d'aujourd'hui, c'est de continuer la série de webinars et de parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité, donc le Covid-19 et le lier avec le thème de l'ingénierie sociale et plus particulièrement le phishing. Alors, le contexte est un petit peu spécial, donc étant donné qu'on est en période de lockdown, je suis en train de faire le webinar depuis ma chambre, donc depuis chez moi, et donc à l'opposé des webinars en général je l'ai fait depuis le bureau londonien à Farringdon. Donc il y a l'équipe marketing qui m'accompagne pour le webinaire, donc je leur dis bonjour, bonjour l'équipe marketing, et je les remercie pour le travail qu'ils font. Donc ils sont dans mon oreille au cas où quelque chose se passe mal. Si ça déconnecte ou quoi, voilà, ils prendront le relais, puisque bien évidemment les connexions à la maison ne sont pas les mêmes que les fibres professionnelles, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, cette vidéo, elle va être enregistrée et mise sur YouTube. Donc, pour les petites présentations, donc moi je suis Loïc Castel, je gère l'équipe test d'intrusion, réponse à incident, l'équipe qui gère les services de sécurité, d'évaluation et de défense chez SCL 24/7. L'équipe est maintenant composée de plus de 15 ingénieurs qui font principalement de l'offensive, donc du pentest, des simulations d'ingénierie sociale, du pentest physique, mais aussi donc des travaux d'intégration sécurité. Donc notamment on est en train d'ajouter de nouvelles cordes à notre arc, par exemple l'intégration de Web Application Firewall et autres joyaux d'équipements de sécurité sur lesquels on propose aussi donc, de faire des accompagnements de services. Et voilà, donc le but c'est de partager dans ces webinars l'expérience qu'on acquiert dans nos missions chez SSL 24/7 et voilà, de faire un petit retour. Donc, il y a des webinars disponibles sur YouTube. Donc, chaque webinar est en anglais, en français. Et donc là, on en est, je crois, au 6e, si je n'en ai pas oublié. Voilà, donc ça fait 6-7 mois qu'on fait ces webinars mensuellement. Alors je pense que le mois dernier, étant donné on est tombé en pleine crise, il a dû sauter, mais là on se rattrape. Donc les règles du webinar. Si vous avez des questions, vous allez dans la petite, le petit onglet questions et vous pourrez les voir. J'y répondrai à la fin. Donc au niveau de la durée, ça va durer à peu près 30 minutes. Voilà, donc on a un petit peu répété avec l'équipe marketing et voilà, on arrivait à une trentaine de minutes, donc on ne devrait pas dépasser en principe. Voilà, donc la situation du Covid-19, je ne pense pas que j'ai besoin de vous la présenter en détail, mais je me suis dit quand même que vu qu'on a ça va être enregistré et que la vidéo pourra peut-être être vue par mes enfants plus tard ou par d'autres générations qui n'auront pas vécu la situation dans laquelle on est. Je vais l'expliquer rapidement. Donc, il y a un très méchant virus, le Covid-19, qui nous a mis dans une situation mondiale grave, une pandémie, et qui a forcé, en termes de travail, la plupart des employés à faire du télétravail. Et donc ça a créé plusieurs effets. Donc notamment, le petit monsieur à droite, il est stressé, hein. Les petits fils qui lui sortent de sa tête, c'est des mauvaises ondes. Donc effectivement, là, la situation fait qu'on est à la maison, on n'est pas dans une situation normale, on est isolé. Parfois, on n'est pas tous dans une maison, on est parfois dans un appartement sans sortir, on sort pas beaucoup, on voit pas beaucoup de gens. Ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui vont réagir très très mal à ce type de situation, d'autres qui vont s'en sortir plutôt pas mal. Mais voilà, quand on parle de l'ingénierie sociale, on va faire des simulations, on va tester, et les attaquants, eux, ils ciblent des personnes, et voilà, il suffit qu'il y ait un ou un maillon faible pour faire s'écrouler tout château de cartes.
Le deuxième effet, c'est le travail à la maison. Donc là, la petite dame qui est en train de boire son café ou son thé devant son ordinateur sur son lit, on est tous dans cette situation-là. Tous ceux qui travaillent dans l'informatique, au moins, enfin tout du moins j'espère. Il y a quelques exceptions, mais la plupart, la majorité sont là. Et donc on est passé de 20%, peut-être 10-20% de travailleurs à la maison dans le monde à 90%. Donc ça crée plein de changements. Et voilà, la situation de crise qui fait qu'on n'est pas dans une situation normale et voilà, les attaquants vont en profiter. Donc, situation de crise, qu'est-ce que ça donne? Les employés sont stressés. Donc, les employés sont stressés, donc font plus d'erreurs. Leur attention, elle est concentrée sur la situation actuelle. Euh, je, en général, je demande à mon équipe, bah, je leur propose d'éviter de regarder trop les news, de trop, voilà, de trop, trop se mettre dans la situation. Je pense que c'est un bon conseil. Voilà, on entend de toute manière trop parler du coronavirus. Mais voilà, on a tous l'information nécessaire. On a, je pense, beaucoup plus d'informations que ce qu'on devrait avoir. Et notre attention, elle est complètement à 100% concentrée sur le coronavirus. C'est dès qu'on en entend parler, hop, il y a il y a un petit objet dans notre tête qui fait et ça remonte tout en haut. Et donc ça va aussi jouer dans les attaques, puisque bien évidemment, le sujet qu'on va utiliser pour nos campagnes d'ingénierie sociale. Donc là, pour le coup, on va beaucoup parler de phishing parce que voilà, quand on parle d'ingénierie sociale, on parle de plein de choses. On peut faire du téléphone, on peut faire du mail, donc du phishing, on peut faire aussi de l'intrusion physique. Bon, l'intrusion physique, en ce moment, c'est un petit peu dur à faire. Donc du coup, on se concentre sur le phishing. Et les partenaires, donc, y compris les partenaires sécurité, hein, les gens qui travaillent dans des SOC, des Security Operations Center, ils sont également affectés. Et donc, ils ont un temps de réponse qui est plus faible. Ils ont peut-être plus de chances de laisser passer des choses entre les mailles du filet. Et ça vaut aussi pour les personnes qui travaillent dans le service informatique. En termes du travail à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, en quelques jours, un week-end, on a dû passer d'une situation travail principalement en bureau avec des infrastructures, des applications qui sont accessibles seulement sur le réseau interne à un travail complètement à la maison avec des applications qu'on utilise toujours pour travailler, mais auxquelles il faut accéder à distance. Et donc, du coup, il a fallu faire des choses, modifier des règles de firewall, peut-être exposer des services, peut-être bouger des services d'un serveur à l'autre. Il y a eu plein de choses qui se sont faites très rapidement. Donc ça a créé des erreurs, forcément. Et ces erreurs, eh ben, les attaquants vont se faire un plaisir de les trouver et les exploiter. Donc ça change. Deuxième chose, les accès à distance sont ouverts, sont activés, et donc on passe, là, comme j'ai dit, 10-20% de travailleurs à la maison à 90-100%. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez des groupes dans votre Active Directory qui sont autorisés à se connecter, là vous avez autorisé beaucoup plus de monde que d'habitude à se connecter. Ce qui fait que les tentatives de connexion, les attaquants qui vont tenter par exemple des logins mots de passe jusqu'à ce qu'ils en retrouvent un, eh ben, ils vont avoir beaucoup plus de chances de trouver le login mot de passe qui va leur permettre de passer sur le VPN. Donc ça change. Et ce qui nous intéresse plus, les communications entre employés au sein de l'entreprise et avec les partenaires sont altérées. Ce qui fait que du coup, ça devient plus dur. En cas de doute, vous recevez un mail de phishing classique, vous le recevez, vous l'analysez, vous avez un petit doute, et là vous dites, dans ce cas, en général, dans une situation normale, au bureau, vous auriez demandé à votre collègue, viens voir 2 secondes sur mon écran, tu regardes, ah oui, ça c'est du phishing, et donc voilà, vous levez l'alerte et c'est fini. Par contre, à la maison, c'est pas pareil. Vous allez pas forcément prendre le temps ou pas forcément vouloir prendre le temps de quelqu'un d'autre, le déranger, lui envoyer un chat ou l'appeler juste pour un email. Donc, vous allez avoir plus de chances de laisser passer, donc pas forcément cliquer et donner vos informations, mais laisser passer la chose sans alerter et ou au pire, donc du coup, tomber dans le piège. Hop. Donc, l'ingénierie sociale se base sur le principe que les personnes, les victimes, futures victimes, les cibles de l'ingénierie sociale, ne sont soit pas entraînées, donc elles n'ont pas eu d'entraînement, de formation
contre ce type de menaces, elles ne sont pas suffisamment mises en garde. Et il y a aussi les personnes qui sont mises en garde, mais il y a aussi le fait des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ça a été introduit dans les années 70, notamment par Daniel Kahneman, un prix Nobel. Et je vous conseille d'ailleurs de lire son livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Je ne sais plus la traduction en français, mais je crois que c'est système 1, système 2. Et justement, ça se base sur le fait que les biais cognitifs se basent sur le fait qu'on a deux systèmes dans notre tête. On a le premier système qui pense rapidement, qui est intuitif, qui est souvent appelé par habitude, par automatisme, et plus souvent appelé au détriment du système 2 lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a faim, voilà, lorsqu'on a par exemple un manque de glucose dans notre corps, ben, on va plus avoir tendance à faire fonctionner notre système 1, notre système 2, ce qui fait qu'on a des choses un petit peu bizarres. Par exemple, l'auteur a donné un exemple de juge qui se trouve à faire des verdicts différents en moyenne juste avant le repas que lorsqu'il a suffisamment mangé. Donc là, des choses voilà, qui vont à contradiction du but de la justice, qui est de faire quand même des jugements qui sont partiaux. Donc, les biais cognitifs et le système 2, j'ai oublié le système 2, lui, il est rationnel. Lorsque je vous demande de faire 64 fois 26, c'est votre système 2 qui va fonctionner pour faire la multiplication. Si je vous demande de faire 2 plus 2, là, c'est votre système 1, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Il n'y a pas besoin de penser, c'est une habitude, c'est dans votre mémoire, c'est votre mémoire. Le système 2, là, il va falloir rationaliser, il va falloir penser. Et quand vous allez recevoir un mail de phishing, vaut mieux que ce soit votre système 2 qui soit actif plutôt que votre système 1. Donc, parce que votre système 2 il va pouvoir être un peu plus sceptique, il va pouvoir réfléchir, il va se dire tiens, l'émetteur, c'est pas l'émetteur habituel, là il y a quelque chose qui cloche, et là il y a une alarme qui va sonner dans votre cerveau, et il y aura quelque chose. Et donc, les biais cognitifs, simplement, ça se base sur le fait que c'est le système 1 qui entre en jeu plutôt que le système 2, et ça crée des choses. Donc là, je ne vais pas vous demander de regarder, de lire, de connaître tous les biais, il y en a plein, depuis que le concept a été inventé, il y en a plein qui sont sortis, mais il y a les plus importants. Donc le biais de disponibilité, availability heuristics. Donc là, c'est en gros, c'est très actuel hein, avec le coronavirus. Vous allez focaliser votre cerveau et avoir tendance à grandir dans votre esprit le fait que des informations actuelles. Et c'est avec ça qu'on arrive à, par exemple, des statistiques qui sont biaisées dans votre cerveau. Vous avez l'impression, par exemple, que le terrorisme si on demande à quelqu'un moyen dans la rue qui est dans ce biais cognitif, on lui demande, à votre avis, le terrorisme, ça représente combien en taux de mortalité? Il va se dire peut-être 1%, 2%, alors que c'est pas du tout ça. On peut diviser par 100 ce chiffre. Donc ça va être ça. Et donc effectivement, avec l'heuristique de disponibilité, on va avoir tendance à surestimer les effets du coronavirus et donc à plus nous stresser, à plus nous accaparer sur la situation. Il y a l'effet train, bandwagon effect. Et donc du coup, là c'est ce qui va en fait faire qu'on a tendance à répéter le comportement des autres. Donc c'est ce qui a donné, par exemple, dans cette période actuelle, les achats, par exemple de papier toilette en masse, parce que on voit les autres qui en achètent, donc on se dit il va y avoir une rupture, donc je vais en acheter aussi. Alors, celui-là, il n'est pas forcément lié à notre campagne, mais il est lié au coronavirus. On a celui qui est très intéressant, le biais du survivant. Alors là, c'est l'exemple le plus intéressant, enfin le plus connu plutôt, sont les avions qui partaient sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale, et les experts qui en fait du coup retapaient les avions et consolidaient les avions, ils ont eu tendance à faire ça sur la base des avions qui retournaient de la guerre. Donc par exemple, ils voient que sur la coque à tel endroit, l'avion qui retourne, il a un gros pec parce qu'il s'est fait canarder, et ben là, ils vont avoir tendance à consolider ces points-là. Mais en fait, ils se sont complètement trompés parce que ce qu'il fallait regarder, ce ne sont pas les avions qui sont revenus, parce que ça veut dire que c'est ceux qui ont finalement tenu le coup, mais ce sont les avions qui sont qui sont parvenus, qu'il fallait analyser. Et c'est ce biais-là, on a tendance à regarder, on se mettre du mauvais côté de la balance. Et donc là, par exemple, pour le coronavirus, on va plutôt avoir tendance à regarder le taux de mortalité plutôt que le taux des gens qui s'en sortent. Et il y a plein de gens qui contractent la maladie, mais qui n'en parlent pas, qui s'en rendent même pas compte. Et ces statistiques-là, elles sont aussi complètement sous-estimées. Le biais de normalité.
Donc là, on a tendance à croire que la situation est la même alors qu'elle l'est pas. Donc, ce qui va augmenter les chances en termes de phishing. Et le plus important est donc celui qu'on utilise pour notre case study. Donc, on va avoir une petite moitié du webinaire va être consacrée à un cas d'étude qu'on a fait chez un de nos clients qui nous a autorisé à publier les résultats. Donc, c'est le Fear of Missing Out. FOMO. Et donc le fear of missing out, ça veut dire que on a tendance, et ça c'est très très actuel avec les réseaux sociaux, on a tendance à toujours vouloir savoir, on a peur qu'il y ait quelque chose qui se dise et qu'on ne soit pas au courant. Et donc ça va ça va nous inspirer, ça va augmenter les chances que nos victimes réagissent quand on va leur donner une information, qu'on va leur donner la possibilité de répondre à une information, ou quand on va leur donner la possibilité d'obtenir une information. Et donc, ça va être c'est ce qui va jouer sur notre cas d'étude que vous verrez après. Et il y a un effet qui n'est pas sur les slides, mais qui est l'effet de rareté. On a tendance aussi à privilégier et à vouloir payer plus pour quelque chose qui est rare. Alors ça, c'est un peu le principe du capitalisme, mais en fait, c'est exacerbé par notre cerveau. Et donc, on a aussi fait un cas d'étude dont on ne parlera pas pendant ce webinaire, ou très rapidement, peut-être pendant les questions si ça vous intéresse, sur la possibilité de fournir des masques aux employés. Et là aussi, on a eu beaucoup de réponses, on a eu beaucoup de résultats jouant sur l'effet de rareté. Et c'est cet effet de rareté d'ailleurs il y a eu des études sur les biais cognitifs et le phishing, et c'est cet effet de rareté qui est les plus actifs en fait. Donc il y a plusieurs attributs, plusieurs biais, mais l'effet de rareté, c'est celui qui augmente le plus les chances de succès d'une campagne de phishing. Donc, comment les attaquants profitent de la situation du coronavirus? Les menaces les plus importantes, ce qui se passe en avril 2020, en mars-avril 2020, c'est déjà la création de plein de domaines malveillants liés au coronavirus. Donc Covid-19, tout ce qui va avoir coronavirus, C19 dans le domaine, ils vont être créés parce qu'ils vont avoir plus de chances d'attirer les pauvres victimes. Et donc, ça va permettre de faire du spam, ça va permettre de faire du phishing, ça va permettre de balancer du malware. Donc le malware, qui sont aussi, les attaquants sont très très imaginatifs, hein, et ils vont profiter de n'importe quelle situation, que ce soit n'importe quelle crise, hein, ça n'aurait pas été une pandémie, ça aurait été autre chose. Il y aura toujours des choses, même voilà, pendant pas forcément des crises, mais juste des événements, des élections, etc. On voit qu'il y a toujours les attaquants prennent l'actualité et l'utilisent à leur avantage. Et donc, on a même vu des applications liées au coronavirus ou des cartes ou voilà, par exemple des fausses applications de tracking coronavirus qui en fait avaient des malwares. Et les personnes ne voulant pas rater l'information, voulant utiliser leur mobile pour avoir plus d'informations sur le coronavirus, vont peut-être passer outre certaines vérifications et vont se retrouver à exécuter du malware sur leur machine parce qu'ils ont été moins vigilants qu'ils l'auraient été d'habitude. Et enfin, les ransomware. Alors, les ransomware, c'est un petit peu contradictoire. Le milieu de la santé a été donc forcément très ciblé, même s'il y a eu des chercheurs en sécurité, des gens un peu connus dans le domaine, qui ont dit, alors s'il y a des attaquants, des groupes d'attaquants qui essayent de cibler les hôpitaux, les cliniques, etc., vous êtes mort. Basiquement, on vous tue, on vous défonce, voilà. Donc ça, c'était de la menace, hein, de la part de ces gens. Ça a plus ou moins bien fonctionné, mais sachant que voilà, faut se mettre dans la peau d'un attaquant. Il sait que s'il balance un ransomware dans un hôpital, l'hôpital, il n'aura pas de choix. Ils ont autre chose à faire que d'investiguer, d'arrêter le service informatique pendant une semaine, 2 semaines. Ah, ils ont plein de patients sur les bras. Si leur système informatique s'arrête, c'est la catastrophe. Donc, ils vont payer la rançon et puis ils vont continuer de travailler. Et ils verront ça après la crise. Et donc, c'est le secteur parfait pour faire une attaque de type ransomware. Et donc, voilà. On va passer au cas d'étude. Donc là, on a pris donc le client X, hein, notre client anonyme. Ça fait pas mal de temps qu'on bosse ensemble, 3 ans, et on a fait des campagnes de phishing tous les ans. Et on s'est rendu compte, hein, sans surprise, que le fait de faire des simulations de phishing, ça aide les employés à lutter contre le phishing, parce que c'est comme des exercices incendies. C'est la même chose quand on va être impliqué, quand on va recevoir des mails et on se rend compte qu'on va tomber dedans, ou quand on va voir que certains, alors
alors là, c'est pas toute l'entreprise qui reçoit, hein, ce sont des échantillons. Mais quand on reçoit un échantillon avec une étude en disant, bah voilà, regardez vos collègues là, il y en a 40% qui ont cliqué sur le lien et qui ont donné leur mot de passe. Ce qui fait qu'il y a 40% des comptes mail ou des comptes. Alors à chaque fois, on a changé de prétexte. Un premier, ça devait être un CRM qui avait été attaqué. Le deuxième, c'était un logiciel RH. Le troisième, c'était la plateforme mail. Enfin voilà, on a un petit peu varié les plaisirs, mais dans tous les cas, il suffit d'un compte pour ensuite que l'attaquant il augmente son périmètre d'attaque et qu'il puisse éventuellement déjà prendre de la donnée et aller plus loin. Et donc on voit qu'au fur et à mesure des années, 2017, on a à peu près 40% de réponses donc de gens qui donnent leur mot de passe, sachant qu'on vérifie les mots de passe, hein. On enlève ceux qui sont voilà, les gens qui mettent toto toto ou qui mettent ah je vous ai vu, vous êtes des ficheurs. Là, donc clairement on les enlève. Mais voilà, du coup, on arrive à 40%, à 15% en 2018 et quasiment à 5-10% sur la fin, sur 2019. Donc là, on commence à avoir des résultats intéressants, sachant qu'il y avait des petites formations, des petits mails tous les mois aussi qui étaient envoyés pour dire, voilà, regardez, ça c'est des exemples, voilà, pour toujours garder à l'esprit des employés et puis aussi des nouveaux, que le phishing, c'est une menace très très intéressante pour les attaquants avec un fort retour sur investissement. Donc, il y a de fortes probabilités d'être utilisé. Et donc là, en 2020, on va voir quels sont les résultats. Donc déjà, on va revenir sur le scénario de 2020 et comment construire une campagne de phishing. Alors très rapidement, déjà tout d'abord, il y a tout un ensemble il y a toute une logistique à faire autour de ça. Donc, il y a des formulaires d'autorisation, il faut valider un scénario avec nos clients, il faut faire, il faut s'assurer que tout le monde est au courant. Des fois, il faut impliquer les RH, le DRH, le DAF. Il y a plusieurs personnes qui peuvent être impliquées. Il y a certains clients qui nous demandent où c'est le directeur de la société qui suit, de manière assez poussée tout le fonctionnement et toute la campagne. Et donc, il y a toute une gestion de projet déjà. Ensuite, il faut créer une infrastructure. Alors ça, on a passé beaucoup de temps, mais on l'a automatisé complètement parce que ce genre d'exercice, on fait 2 à 3 fois par mois. Donc voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas s'amuser à chaque fois à remonter une nouvelle infrastructure à la mimine, à la main, manuellement. On doit le faire automatiquement. Donc, on a tout un tas de scripts et de déploiements qui permettent de tout faire assez rapidement, mais l'enregistrement du nom de domaine, etc. Tout ça, c'est fait automatiquement pour arriver à voilà, un logiciel unique à chaque fois, vite cloisonné, qui nous permet de faire une campagne et de s'assurer que tout fonctionne. Et ça évite aussi les erreurs. On imagine le scénario, donc ça c'est la partie qui prend le plus de temps. On essaie de le varier à chaque fois, hein. On n'est pas du tout dans l'idée de faire comment dire, du spam, de faire du phishing low cost, hein. L'idée, c'est clairement d'avoir la simulation la plus réaliste possible parce qu'on veut se mettre dans le cas où euh, l'employé, la victime qui va être ciblée par la campagne, elle est face à une menace voilà, réaliste. On peut aussi hein, envoyer plein de tentatives de phishing un petit peu lambda, mais moi je trouve que c'est pas représentatif parce que vaut mieux essayer de tester les gens face à des menaces réalistes pour pouvoir, pour qu'ils montent leur niveau leurs exigences en fait et leur niveau je cherche le terme en français, de sensibilisation face à ce type de menace. Donc ensuite on prépare la campagne, on sélectionne un échantillon de population à cibler, on entre leurs coordonnées, etc. On appuie sur le petit bouton rouge et ensuite une grosse phase d'analyse des résultats sur comparer à l'état de l'art, comparer aux précédentes campagnes, comparer aux autres clients. On peut faire plein de choses, plein de stats là-dessus et ce qui nous permet d'avoir un résultat. Alors on sait si grosso modo la situation est meilleure qu'avant, est-ce qu'elle est catastrophique et on sait aussi jusqu'où on peut aller. Des fois il y a même des clients qui nous demandent voilà, vous allez faire une campagne de phishing et ensuite vous allez baser les résultats de cette campagne de phishing, tout ce que vous aurez récupéré, vous allez pouvoir l'utiliser pour nous attaquer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on combine les deux compétences. On combine la compétence ingénierie sociale et on combine la compétence test d'intrusion, vraiment attaque offensive. Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est réaliste. Tout simplement, les attaquants, une fois qu'ils ont fait une campagne de phishing, ils peuvent juste récupérer la donnée et la revendre ou faire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent aussi l'utiliser pour aller plus loin.
Tout ça, ça ressemble un petit peu à une campagne de marketing, hein, pour ceux qui ont déjà lancé une campagne de marketing. Mais bon, là, le but est différent. Du coup, en termes des différentes étapes qu'on voit lorsqu'on est la victime. Donc, on a déjà un mail. On a un mail. Là, on va usurper l'identité de la DRH. Et donc, on reçoit un mail typique de OneDrive, hein, Office 365, qui va dire, bah voilà, vous venez de recevoir un formulaire Work from Home, donc travail à distance. Est-ce que vous voulez y répondre? C'est très actuel, c'est très lié au coronavirus, c'est très lié à la situation de quarantaine. Et donc, il y a de fortes chances pour que les victimes cliquent dessus. Quand vous regardez un petit peu, vous voyez msforms.com, ça pourrait être ça, mais en fait, on se rend compte que quand vous allez prendre des informations sur le domaine, c'est pas du tout ça. Il y a déjà quelques petits signes, hein, qui nous indiquent que c'est pas forcément légitime. Déjà, bon, bah, la personne, elle va peut-être envoyer un mail pour expliquer, voilà, quand on partage un document, on envoie généralement un mail pour dire, voilà, ça, je l'ai fait pour telle ou telle raison. Ce mail, on l'a pas. Déjà de 1. De deux, bah, son mail, le nom de sa personne, voilà, vous avez ses initiales, mais c'est pas no reply at msforce.com. Donc il y a déjà il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre. Et puis bon, du coup, on clique sur le lien, on arrive sur un formulaire très similaire à celui, le vrai, hein, d'authentification sur Office 65, sauf que c'est pas le bon. Alors si vous avez mis l'autocomplétion, pour le coup, là vous allez dire, ça c'est bien, mon mot de passe, normalement mon mail, quand je me connecte sur Office 65, bon, je crois que c'est microsoftonline.net ou quelque chose comme ça, le vrai domaine, ou office.com, en fait il y a l'autocomplétion d'habitude. Là il n'y en a pas. Tiens, ça c'est déjà un premier signe. Ensuite, vous regardez un petit peu la tête de l'URL, ouais, ça c'est bizarre, elle est pas comme d'habitude. Et il y a aussi quelque chose, donc c'est le certificat. Si vous allez voir le certificat, vous allez rendu compte que là, par exemple, on utilise du Let's Encrypt. Alors à Microsoft, je pense pas qu'ils s'amusent à utiliser du Let's Encrypt. Donc là, vous allez pouvoir vous rendre compte aussi tout de suite que il y a quelque chose qui cloche. Donc là, vous rentrez votre mot de passe. Alors quand on fait, on a mis beaucoup de travail à essayer de rendre le formulaire le plus proche possible du vrai. Et donc il y a plein de JavaScript, il y a plein de choses pour que les animations soient exactement les mêmes que les victimes lèvent l'alerte et puissent l'utiliser puissent le voir. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en place, on le met en place parce qu'on sait que l'attaquant pourra le faire aussi. Et donc après le scénario, donc là vous avez donné votre login, donné votre mot de passe, donc votre email, votre mot de passe. Bon, bah là c'est un peu trop tard, hein. Vous avez le questionnaire qui est ici. On a essayé aussi de le rendre assez réaliste pour pas que des personnes lèvent l'alerte et du coup le remontent plus tôt. Mais une fois que vous arrivez ici, c'est trop tard. Vous avez donné vos informations et les attaquants peuvent l'utiliser. Donc voilà, on a préparé tout ça, on sélectionne un échantillon, on appuie sur le bouton rouge, et là, les résultats. On arrive à la classe c'est 2020. Généralement, les campagnes, on les fait durer une semaine, là, on l'a fait durer seulement 2 jours. L'échantillon, on avait envoyé 62 mails, un petit échantillon, et on a eu déjà 66% d'ouverture, donc 40 sur 60. Et donc ça, c'est ce qu'on va utiliser comme base. Ça veut dire que les 33% restants sont des personnes qui sont soit qui travaillent pas, soit qui c'est des boîtes mail qui sont plus actives. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Donc déjà, tous ceux qui ont ouvert ont cliqué sur le lien, donc 38 sur 40, et vous regardez, 27 sur 40 ont donné leur mot de passe. Et ça, on a enlevé aussi les mots de passe qui n'étaient pas les bons. Et donc là, si on compare un petit peu à la campagne précédente, vous voyez, on voyait vraiment une ligne, hein, une trajectoire là, 40%, 15%, 10%, et là, on remonte quasiment au-dessus du niveau de 2017. Donc, on remet les compteurs à zéro, et la situation actuelle nous a montré sur ce cas d'étude, alors faut faire attention, c'est aussi un biais cognitif, on a tendance aussi à, ça c'est l'effet, comment dire, c'est l'effet news, c'est l'effet actualité, on a tendance à croire seulement le résultat qu'on a, et qu'on se rend compte que quand on creuse, voilà, c'est pas une moyenne, là c'est un cas d'étude. Bon, on a fait d'autres campagnes en avril, on n'est pas arrivé exactement sur le même résultat, mais on est arrivé dans tous les cas à comprendre que tous les clients qui avaient déjà fait des campagnes dans les années précédentes, on a quasiment doublé à chaque fois au minimum les résultats de la campagne de l'année précédente. Donc, ce qui est complètement
contre-intuitif et anormal par rapport à la situation qu'on rencontre chez la très très grande majorité de nos clients, qui est d'une année à une autre, on voit les statistiques qui baissent, qui baissent, qui baissent, donc ce qui est bien positif. Mais là, la situation actuelle fait que c'est plus le cas. Et c'est ce qu'on voulait montrer au final. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne un accès à Office 365 pour la majorité des employés. Et si on tombe sur un administrateur, on peut se connecter sur l'Azure Active Directory, le centre d'administration, puis on commence à faire des petites modifications. Donc là, c'est le scénario le plus grave. Vous tombez sur un administrateur qui n'a pas activé le multiple facteur d'authentification, et vous pouvez commencer à tenter de compromettre la totalité du système d'information. Donc là, je pense que ça fait à peu près une demi-heure que je vous parle. On arrive sur la fin, donc les recommandations. Soyez vigilants, soyez sceptiques. Donc là, ça c'est un petit infogramme, une petite infographie pardon d'Interpol qui vise plutôt on va dire le particulier que l'entreprise, mais finalement les conseils sont les mêmes, hein. Le plus important, soyez vigilants, faites des formations anti-phishing, même si c'est juste un mail envoyé à tous les employés qui explique, voilà, j'ai vu un webinar, il expliquait que c'est en ce moment même, période de crise où les tentatives de phishing ont plus de chances d'avoir du succès, c'est tout. Ça va mettre la puce à l'oreille des gens et ça pourra peut-être permettre déjà de contrebalancer les effets des tentatives d'attaque. Bien évidemment, il n'y a pas que le phishing, hein, il y a aussi cette situation de travailler à la maison et donc du coup de modification d'infrastructure IT. Donc, revalidez vos règles de pare-feu maintenant que le pic de la crise est un petit peu passé. Validez l'utilisation forcer l'utilisation de mots de passe forts. Les gestionnaires de mots de passe, ça c'est des choses très très basiques, mais qui sont ultra importante pour s'assurer que les employés prennent de bonnes habitudes quant à leur mot de passe. Les multiples facteurs d'authentification sur Office 365, c'est extrêmement simple de l'activer. Là, typiquement, les attaquants peuvent faire des tentatives de phishing qui prennent en compte le multiple facteur d'authentification, mais ça va leur coûter 4, 5, 10 fois plus cher. Donc ils ne le feront pas parce que le retour d'investissement, le retour sur investissement sera plus faible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cantonner à des tentatives normales. Et donc ça, si vous ne pouvez pas l'activer pour tout le monde, parce que forcément ça coûte un peu plus cher, vous pouvez au moins l'activer sur les profils à risque, donc les VIP et les directeurs administratifs financiers et les services comptabilité. Voilà, donc puis après, voilà, les remarques habituelles, les recommandations habituelles, mettez à jour, faites-vous auditer, faites-vous tester, voilà. Donc, merci pour votre temps. Je vous invite à aller regarder les autres webinaires sur YouTube, en français, en anglais, comme vous le voulez. Petite information, alors on arrive vers la fin, on a lancé une campagne sur le fait que on voulait aussi participer à l'effort de guerre dans la lutte due à cette crise. Et on propose des prestations pro bono, donc gratuites, pour le secteur médical. Voilà, donc c'est quelque chose, si vous connaissez, alors vous ne serez pas forcément dans le secteur médical, mais si vous connaissez des gens qui travaillent dans la partie informatique du secteur médical ou qui travaillent dans l'hôpital et qui veulent, voilà, je me doute qu'ils n'ont pas, on se doute qu'ils n'ont pas énormément de temps à consacrer, et c'est tout le but. D'ailleurs, c'est de leur proposer gratuitement de regarder s'il n'y a pas des loups, des choses critiques sur leur réseau qu'ils exposeraient en externe, qui pourrait faire que derrière, ils vivent une crise cyber en plus de la crise de la pandémie. Voilà. Donc maintenant, je vais passer un petit peu de temps à répondre aux questions. Donc je vais voir déjà s'il y en a. Hop. Donc vous pouvez continuer de les poser pendant que vous pouvez. Voilà, c'est vous pouvez continuer de les poser pendant que je suis en train d'y répondre. Alors, tac, tac, tac. Comment est-il possible d'envoyer un email sans savoir que la RH, sans que le service RH ne le sache? Alors ça, pour le coup, par exemple, dans notre cas, en fait, on a simplement enregistré un domaine et envoyé avec, quand vous envoyez un mail, hein, c'est tout bête, hein, vous vous connectez au SMTP, au serveur SMTP du domaine que vous souhaitez joindre. Hein, donc, si vous voulez envoyer un mail à
ssl247.fr, vous connectez au SMTP de ssl247.fr, vous récupérez les informations et ensuite, du coup, vous envoyez votre email. Après, il y a des choses beaucoup plus complexes qui se passent autour de ça, mais c'est globalement ça le but. Et donc, si le serveur mail n'est pas totalement durci, il se trouve qu'en fait, on peut déjà, de un, usurper l'identité de quelqu'un, donc on peut envoyer un email en fonction, avec le domaine en question, donc par exemple usurpation@ssl247.fr. Mais là, par exemple, on a envoyé le mail en no reply @msforms.com, donc on peut rien y faire. Il y a quelque chose en termes de défense qui peut être fait, et ça commence c'est aussi de l'analyse heuristique sur le contenu du mail, parce qu'on se rend compte que les contenus de mail de phishing sont assez similaires et rien qu'avec l'analyse syntaxique, la grammaire qui va utiliser, tout ça, on peut avoir des pourcentages, on peut émettre des pourcentages de probabilité que c'est du phishing et peut-être justement alerter l'utilisateur qu'il y a de fortes chances pour que ce soit pour éveiller sa suspicion. Je reprends d'une autre. Alors, tac. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que c'est une activité de phishing, que c'est un faux email? Alors, comme j'ai dit, donc si vous avez activé la signature digitale, donc là, ce sera peut-être plutôt pour l'interne. Normalement, vous allez avoir la petite, le petit signe, le petit logo comme quoi c'est signé, et donc vous allez pouvoir, si vous l'avez pas, ça va éveiller la suspicion. Vous allez aussi, comme je l'ai dit, le contexte, quoi. Si ça sort de nulle part, c'est bizarre. Les liens, en général, alors les liens vont pas forcément vous demander toujours de l'authentification, quoi. Donc, si ça vous demande de l'authentification, en général, il y aura de l'autocomplétion de votre email, parce que vous êtes sûr que vous êtes sur le bon domaine. Si on n'a pas, faut, avant d'aller rechercher, avant d'aller utiliser les mots de passe qu'on vous a demandé, normalement, vous savez que si on vous demande votre mot de passe suite à un lien d'un mail, il y a anguille sous roche. Donc, il faut regarder. Et comme tout ce que j'ai dit, hein, regarder le certificat, regarder le domaine. Voilà, il y a plein de services en ligne. On n'est pas obligé d'avoir un terminal sous Linux pour pouvoir récupérer les informations. Il y a plein de services en ligne qui permettent de récupérer les informations. S'il y a un doute, vérifier. Voilà. Allez, j'ai le temps d'en prendre une troisième. Alors, qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un ou plusieurs personnes donnent leurs identifiants? Alors, là, j'en ai déjà un petit peu parlé à la fin. Ça peut aller, donc déjà, en termes de technique, ça va permettre un accès à des données, hein. Sur Office 65, il y a des documents, il y a peut-être des mots de passe qui vont permettre d'aller plus loin. Donc, ça va permettre à l'attaquant d'aller plus loin. Ça va lui donner de l'information. Ça va peut-être permettre à l'attaquant d'extorquer le client, de faire une demande de rançon. Voilà, là, j'ai récupéré tout ça grâce aux données de vos employés. J'ai pu accéder au SharePoint, etc. etc. Si vous voulez pas que j'envoie ça à tous vos clients, envoyez-moi XXX euros, XXX dollars ou XXX bitcoin. Il y a aussi un risque que les mots de passe soient réutilisés. Donc là, c'est combiné une mauvaise pratique qui est la réutilisation des mots de passe, qui se combat principalement justement avec les gestionnaires de mots de passe, qui est, vous avez et ça nous arrive assez souvent en fait, on se rend compte qu'on récupère des mots de passe, et là on va les tester sur les autres services de l'entreprise qui sont notre périmètre de test, et on se rend compte que le mot de passe RH, logiciel RH, il fonctionne sur Salesforce, il fonctionne sur plein d'autres logiciels, il fonctionne sur le compte Facebook de la personne. Enfin, ça peut être assez énorme, et donc cette réutilisation de mot de passe va permettre encore plus de choses que ce que l'application visée par la tentative de phishing aurait pu faire. Voilà, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Alors attendez, je vois peut-être encore une question. Ah, j'essaye. Mince. Tac. Je vais pas la voir. La fenêtre n'est pas assez grande. Ah, ça y est. Hop. Où avez-vous pris la liste des destinataires transmis par la direction? Oui, tout à fait.
Ça fait partie de la phase de gestion du projet. On a une liste. Alors, soit on a une liste qu'on nous donne complète et on sélectionne un échantillon, soit on vise tout le monde, ou soit on nous donne déjà un échantillon avec en général plus d'infos. Hein. On nous donne le poste, on nous donne le numéro de téléphone, on nous donne des choses comme ça. Et il y a encore une petite question. Est-ce qu'il y a des dispositions légales à prendre en interne si je veux faire un mail de test à mes salariés? Alors ça, c'est une question un petit peu compliquée à répondre. Alors, moi, je suis pas juriste, mais je pense que l'idée derrière cette question, c'est de savoir est-ce qu'en termes de déontologie, est-ce qu'en termes RH, c'est légal un petit peu piéger les employés. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est mis dans la charte informatique. D'ailleurs, dans la charte informatique, qui normalement fait signer à tous les employés, et les employés vont accepter de participer à des campagnes pour leur propre bien. Hein. Comme ils participent à des campagnes de réduction comment dire, contre les incendies, par exemple. Et donc, vaut mieux le mettre quelque part, vaut mieux le faire valider, mais il n'y a pas de texte clair qui explicite que, par exemple, un employé doit être au courant de ça. En général, c'est implicite dans l'utilisation de l'outil informatique. C'est implicite. Par contre, ce qu'on fait, et je conseille à tous ceux qui font ce type de simulation de le faire également, c'est d'anonymiser les résultats. Dire qu'on ne veut pas que notre étude soit utilisée pour taper sur les doigts de quelqu'un. Et je pense que taper sur les doigts de quelqu'un, ce ne sera pas forcément la bonne réaction. On a tous le droit de faire des erreurs. Et s'il y a eu une erreur, ça veut dire que l'employé il n'a pas été assez bien formé. Donc, ce n'est pas forcément que de la faute de l'employé. Donc ça, je pense aussi que c'est ça aussi qui doit être activé, qui doit rester aussi un petit peu dans la tête des gens. Donc voilà, merci pour votre temps et bien j'espère rendez-vous au prochain webinaire d'ici un mois. Bonne journée.